Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Petrousenko, qui est directeur général de Okta France. Nicolas Petrousenko, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours cet entretien par une actualité, une tendance, un événement, un fait qui évidemment est lié à notre secteur et qui aurait retenu votre attention ces derniers temps. Alors, on parlera de la situation actuelle, situation sanitaire, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a un élément qui a retenu votre attention ces derniers temps? Alors malheureusement, dans notre secteur d'activité qui est la sécurité et même la cybersécurité, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un événement un peu dramatique. Et encore ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi, le FBI qui a lancé une alerte sur ransomware sur l'ensemble des hôpitaux américains. Et les techniques pour mettre en place ces demandes de rançon cyber sont maintenant de plus en plus connues et se raffinent. Donc voilà un événement qui, dans le secteur d'activité qui est la cybersécurité, ne m'étonne pas, mais est de plus en plus fréquent. Je vais aller vous poser deux questions, mais c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en gros, est-ce qu'on peut se prémunir contre ça? Et une fois qu'on a été attaqué, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est toujours compliqué de donner des leçons, mais il y a un certain nombre de bonnes pratiques évidemment qui existent. Si on prend, il y a beaucoup d'indicateurs qui disent ce qui se passe et qui permettent d'avoir une analyse de la situation. Mais le premier indicateur, c'est que 80% des failles sécuritaires aujourd'hui dans mon entreprise sont des failles sécuritaires qui sont liées à la gestion de l'identité et de l'accès. C'est-à-dire qu'on est sur de l'usurpation d'identité avec des techniques qu'on connaît bien, de phishing, avec des techniques de diverses natures. Et une fois qu'on a pris la main d'un compte, on a accès à des systèmes, et c'est à partir de ces systèmes qu'on va être capable d'installer des logiciels de type ransomware. Donc la première chose, alors vous allez me dire, je presse pour ma paroisse, mais pourtant c'est la vérité des chiffres. La première chose, c'est d'avoir un système de type gestion d'identité et d'accès qui soit à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui encore rarement le cas dans les entreprises. Et enfin, une fois qu'on a été attaqué, je pense que derrière, il faut avoir des pratiques assez courantes, qui sont les pratiques qu'on retrouve dans du pilotage d'incidents de sécurité. Donc il faut avoir des pratiques de SOC, des pratiques de SIEM, des choses qui permettent rapidement de réagir et d'éviter la catastrophe. Très bien. Alors, on va embrayer sur la situation actuelle, hein. Bon, on ne va pas la détailler parce qu'on la connaît tous. Il y a eu, évidemment, il y a eu la crise sanitaire, le confinement, le déconfinement, et puis là, on est rentré depuis hier sur cette période, ce deuxième reconfinement. Et bien sûr, vous, en tant qu'entreprise IT, vous êtes organisé d'une certaine manière, mais je dirais, comment vous avez réagi à la première phase et comment vous envisagez la suite? C'est-à-dire que on a bien compris que ça allait durer un certain temps. Est-ce que vous êtes organisé sur le moyen long terme ou est-ce qu'en gros, vous essayez de faire un peu le dos rond en espérant que les choses se stabilisent assez rapidement? Alors comme vous pouvez le constater, je suis moi-même non pas dans mon bureau, mais chez moi. Donc ça fait déjà depuis le mois de mars que l'ensemble des collaborateurs Okta dans le monde travaillent depuis chez eux, sont en télétravail. Donc on a été capable de le faire très rapidement, c'est-à-dire en une semaine ça a été fait parce que notre société a depuis son origine, il y a maintenant 11 ans, opté pour les technologies agiles, c'est-à-dire que quasiment l'ensemble de nos services et systèmes qu'on nous on utilise au quotidien sont des services dans le cloud. Donc le seul sujet après, et on va en reparler, c'est comment j'organise le fait que les gens soient chez eux, et du point de vue du paradigme sécuritaire, du point de vue aussi du paradigme de montée en charge de technologies un peu obsolètes comme le VPN, qu'est-ce que ça induit? Mais nous, on avait la chance d'avoir une société qui était déjà sur les technologies de type Slack, Zoom, Box, DocuSign, j'en passe et des meilleurs, ServiceNow, et ce qui nous a permis d'être assez agile et rapidement à la maison. Ce qui induit d'ailleurs un certain nombre d'autres sujets, notamment des sujets qu'on connaît bien maintenant dans le télétravail, qui sont des sujets de type relations sociales, auxquels on est très attaché, notamment dans nos pays latins, dont la France. Mais globalement, en termes d'organisation du travail, pour dire les choses simplement, l'ensemble des collaborateurs Okta ont été prêts à travailler dans ces conditions-là immédiatement. Donc, vous êtes en train de dire que vous êtes installé dans ce nouvel état pour une période très longue. À l'aune de quelques annonces qui ont été faites par quelques très très grands acteurs influents de Californie, il n'est pas interdit de penser que finalement ce télétravail devienne une règle et que
Plutôt que de parler de télétravail, on parle de travail depuis n'importe où, à partir du moment où on peut se connecter dans des conditions technologiques satisfaisantes et sécuritaires satisfaisantes. Donc on n'a pas de tabou sur ce sujet-là. Et, euh, et à vrai dire, au-delà des économies éventuelles de coûts de bureau, ce qui n'est pas l'essentiel, ça crée beaucoup plus d'agilité. Moi, je le constate depuis maintenant le mois de mars, à titre personnel, mais je le vois aussi dans mes équipes. Il y a une flexibilité qui est là. Et au début, il y avait des petits dérapages de productivité. Les gens travaillaient trop, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient du matin au soir. Maintenant, les gens ont appris à s'organiser, à se créer un petit peu de temps libre, à faire aussi quelques activités personnelles au milieu de la journée, ce qui était impensable avant. Donc ça change un petit peu la donne, ça change le paradigme. Mais pour l'instant, j'allais dire, c'est plutôt positif pour ce qui concerne Okta et ses collaborateurs. Très bien. Alors, on va parler d'Okta, hein, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, Okta, en deux mots, pour nos lecteurs qui vous connaissent peut-être pas toutes, vous l'avez dit, c'est une société qui a été créée en 2009, donc à 11 ans, qui est spécialisée dans la gestion des identités dans le cloud. Vous proposez aussi des solutions pour les développeurs pour intégrer cette gestion des identités dans les applications. Vous êtes à peu près 2500 personnes, un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars, et vous avez été introduit en bourse il y a 3 ans, et le cours de l'action a été multiplié par 10. Donc ça, c'est une synthèse que j'ai fait assez rapide. Qu'est-ce que vous auriez à compléter pour que ce soit un peu plus détaillé? Alors, c'est une très bonne synthèse. Pour ce qui me concerne, le marché français, donc on a ouvert nos bureaux il y a 2 ans et demi. J'ai eu la chance et l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs et on continue notre croissance, qui est une croissance organique. Alors pourquoi ça fonctionne Okta ici et partout dans le monde, au-delà de l'aspect technologique lui-même et ce qui fait que notre solution est assez largement reconnue? Ça fonctionne parce que ça répond assez bien à des nouveaux besoins, à des nouveaux enjeux, que les solutions précédentes de gestion d'identité et d'accès, hein, qui existent depuis que l'informatique existe, donc ces solutions ne répondent pas bien. On pourra revenir dessus, mais les 3 grands drivers, les 3 grands leviers qui font des solutions comme Okta, qui sont des solutions de gestion d'identité et d'accès qui s'opèrent dans le cloud, font que ça fonctionne, pardon, c'est l'explosion des usages du cloud. Ça, c'est la première chose. Et les solutions de gestion d'identité et d'accès, jusqu'à maintenant, étaient plutôt liées à ce qu'on appelle la sécurisation périmétrique, c'est-à-dire derrière le firewall de l'entreprise. Maintenant qu'on va consommer du service informatique à l'extérieur, évidemment, ces solutions ne sont pas adaptées. Deuxième chose, c'est la mobilité. Effectivement, on se connecte de plus en plus à son système d'information avec des terminaux qui ne sont plus uniquement des laptops. Il y a une troisième chose qui a vraiment accéléré le plan d'Okta, c'est plus récent, c'est cette histoire de travailler depuis la maison. Ça pose un certain nombre de sujets en termes d'accès. Est-ce que je suis sûr que la personne qui souhaite accéder à une ressource est bien la bonne? Est-ce que je sais bien gérer ses droits d'accès finement? Et quand on est sur des logiques d'y accéder depuis un VPN, à l'échelle d'une entreprise, ça n'a pas été pensé pour gérer ça, et donc ça crée des problèmes qu'on a vus dans des grandes entreprises qui ont communiqué sur le fait que leurs salariés ne pouvaient pas se connecter sur VPN en permanence, mais avaient des plages qui leur étaient réservées. Donc avoir des solutions un peu différentes, un peu plus innovantes, ça aide. Et puis finalement, et vous l'avez très bien dit, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui s'accélérer, mais très fort avec le Covid, c'est le fait que tous les business accélèrent leur digitalisation. C'est-à-dire que tout le monde avait un plan de marche sur ce qu'on appelait la digitalisation, alors digital first, cloud first, enfin, chacun avait sa terminologie, mais au final aujourd'hui on a des clients qui sont venus à nous, qui n'ont quasiment plus d'activité en boutique ou très faible, ou très erratique en fonction des périodes, et qui ont l'obligation de déployer le plus de services possible en ligne pour leur écosystème, que ce soit aussi bien leurs clients, que ce soit en B2B ou B2C, mais aussi leurs fournisseurs, et doivent accélérer. Et là, ça pose des problèmes aussi, parce que quand on commence à déployer des services en ligne, viennent se greffer rapidement des sujets d'expérience utilisateur, et on va revenir dessus, mais surtout de sécurité. Donc là, nous, on voit, notamment à travers ce que vous avez décrit, qui est l'utilisation des fonctionnalités d'Okta sous forme d'API intégrables dans du code, on voit vraiment une explosion de ce marché-là. Et donc, j'allais dire, et c'est pas du tout arrogant, mais c'est une réalité, on peut dire simplement que le Covid a été le meilleur CDO de l'année, si je puis me permettre. Ça a été le meilleur Chief Digital Officer de l'année. Ça a vraiment accéléré les choses du point de vue de la transformation de l'entreprise. Bien sûr, beaucoup de drames et beaucoup de choses que je ne vais pas commenter. Mais du point de vue de la transformation numérique, ça a vraiment accéléré les choses. Et donc c'est un peu le sens des annonces que vous avez faites en début octobre, là, donc un kit de développement d'application et une nouvelle interface de programmation. C'est un petit peu ça. Vous avez intégré finalement la problématique de ces derniers mois dans ces annonces-là? Alors, ça fait très longtemps qu'on a des offres sur le sujet, des offres qui fonctionnent bien, mais on les a renforcées. Et je vais vous donner un exemple tout bête, parce qu'il ne s'agit pas de décrire dans le détail l'ensemble de notre offre.
Aujourd'hui, c'est bien d'avoir une sécurité parce que sur le parcours client, quand un client se connecte à un service en ligne, être certain que c'est bien lui, qu'il n'y ait pas de risque de fraude ou d'usurpation ou pire de vol de données, notamment parce qu'on est exposé à la RGPD, mais aussi parce que c'est une question d'image et de réputation, ou éviter des ransomware, enfin, beaucoup de choses sont derrière. Mais c'est encore mieux de proposer à l'utilisateur un parcours client qui soit un parcours client assez fluide entre les différents services qu'on propose. Or, aujourd'hui, comment on se connecte à un service banalement sur les sites? Login, mot de passe. Puisqu'il y a un deuxième service proposé par une marque, encore un login et un mot de passe, et ainsi de suite. Et donc, et puis, au-delà du login mot de passe, quand vous vous enregistrez en tant que nouveau client, par exemple, si je prends du B2C, on va vous demander un tas d'informations qui ne sont pas nécessairement pertinentes. Votre adresse, votre numéro de carte bancaire, alors que peut-être vous avez juste envie de faire un tour pour avoir de l'information, peut-être reviendrez-vous plus tard pour faire un acte d'achat. Tout ce parcours client-là est assez négligé, et pour revenir à votre question, Okta récemment a mis sur le marché un moteur de workflow pour la partie gestion d'identité qui permet aux utilisateurs de suivre une logique qui soit une logique très adaptée finalement à une expérience utilisateur qui soit sympa. Et donc ça évite que les gens au bout d'un moment s'en aillent parce qu'ils en ont un petit peu marre qu'on leur demande plein de choses, ils en ont un petit peu marre de se re-signer, ils ont un petit peu marre que finalement ce soit pas fluide. Donc avec ça, on va allier sécurité, qui est le maître mot de notre activité, et expérience utilisateur, et on a des clients qui nous expliquent que le taux moyen d'abandon de panier a été réduit grâce à ça. Donc ça, c'est intéressant pour du business en ligne. Mais là, vous avez parlé, je dirais, beaucoup des applications de e-commerce, mais il y a tout le reste aussi. Je suppose les applications d'entreprise vont bénéficier, enfin doivent bénéficier de tout ce dont vous avez parlé. Absolument. Alors l'urgence dans les entreprises, quelle que soit leur taille, puisqu'on s'arrête à toutes les entreprises, l'urgence d'entreprise, elle est vraiment de se transformer vis-à-vis du commerce. Elle est vraiment de faire en sorte que tout ce qu'on peut pas aller chercher en termes de chiffre d'affaires par des réseaux classiques, les réseaux en propre de distribution ou les réseaux les réseaux en propre, on aille le chercher par le web, par les applications mobiles. Ça, c'est l'urgence. Après, évidemment, les entreprises aussi doivent baisser leurs coûts. Et notamment dans le fait de baisser leurs coûts, elles doivent diminuer un certain nombre de coûts qui sont aujourd'hui plus supportables. Et sur tous les sujets. Et on les voit bien qui partent dans le cloud encore plus vite pour l'usage interne, pour les applications internes. Et parmi ces applications, il y a la gestion des identités et des accès. Ce besoin est renforcé, ce besoin de changer est renforcé, pas uniquement pour des raisons économiques, mais aussi, comme je vous l'expliquais, parce qu'il y a aujourd'hui des cas d'usage de gens qui se connectent depuis leur mobile, qui se connectent depuis chez eux, qui se connectent les applications cloud, et les solutions qui préexistaient les supportent très mal, les supportent parfois pas du tout. Donc ça a aussi accéléré, pour ce qui nous concerne, notre business sur la partie gestion des identités et des accès en interne. Pour autant, vu des entreprises, ce qui drive aujourd'hui nos discussions, c'est moins ça que le fait d'avoir une urgence à se transformer et de sécuriser les services qu'on met en ligne. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la gestion des identités, en gros, c'était 80% des problèmes venaient de problèmes dans la gestion des identités. Il faudrait aussi faire attention à ne pas se dire on règle ces 80% et puis on laisse les 20% de côté parce qu'on pense que finalement c'est quelque chose de moins important. De toute façon, il faut qu'on regarde, c'est un peu, enfin on connaît bien le principe de la chaîne, hein, il faut qu'on regarde l'ensemble des maillons et que tous ces maillons soient à peu près au même niveau de sécurité. Alors absolument, hein. Il suffit d'avoir un maillon faible, même si c'est 1% du problème, pour que tous les problèmes passent par là. Bon là, il se trouve qu'en l'occurrence, aujourd'hui, pour attaquer une entreprise, on l'attaque beaucoup moins dans son cœur, parce que c'est plus compliqué, parce qu'on a mis un certain nombre de mécanismes, des proxys, des VPN, enfin beaucoup de choses qui ont été mises en place. On l'attaque par l'utilisateur, c'est lui le maillon faible. Et l'utilisateur, vous et moi, on se laisse encore avoir, malheureusement. On reçoit des SMS avec des liens, que c'est quelque chose de fiable, on clique dessus et c'est déjà trop tard. On reçoit un email du président et on s'imagine que c'est bien de lui. On reçoit sur son compte WhatsApp, dépêche-toi, appuie sur ce lien-là, on a besoin d'avoir une réunion, et on appuie dessus. C'est ça le maillon faible, et c'est ça qu'il faut sécuriser. Donc il faut vérifier que quand on se connecte à un système, on est bien certain, il y a différentes façons de le faire, que la personne qui s'y connecte est bien celle qu'elle dit être, et par ailleurs qu'on lui donne les droits qu'elle doit avoir et pas d'autres. Alors, le Gartner publie des tonnes de rapports, hein, et il en publie un en particulier sur la gestion des identités et des accès. Et il se trouve que dans ce rapport, vous êtes très bien placé, puisque vous êtes dans le carré en haut à droite, et dans ce carré-là, vous êtes le mieux placé, hein, vous êtes devant Microsoft. Donc, c'est déjà une assez bonne situation.
Néanmoins, quand on regarde un petit peu dans la fiche descriptive d'Octa, donc il y a les points forts et puis il y a des points qui sont un peu plus critiques. Et il y en a deux que j'ai relevés et donc je vais vous demander de commenter dessus. C'est un prix de licence assez élevé et deux, une qualité de support qui est perfectible. Donc ça veut dire qu'il peut s'améliorer. Alors, prix de licence élevé, peut-être vous allez me répondre, oui, mais comme on a une offre de très très bonne qualité, c'est quelque chose qui se paye. C'est un peu le syndrome de la Citroën. Mais est-ce que vous avez une réponse un peu différente? Alors déjà, je vous remercie de préciser qu'on est leader sur le Gartner. Alors c'est pas d'hier, c'est pas uniquement cette année, ça fait 5 ans de manière consécutive et de manière assez importante. Notre leadership est reconnu, donc on est content. Maintenant, on a une forme d'humilité qui fait que il faut pas s'en contenter. La raison pour laquelle, et c'est une valeur cœur de notre entreprise, la raison pour laquelle on pense que on fait la différence sur le marché, au-delà de la technologie, au-delà du service SaaS, au-delà de la disponibilité d'applications qui fonctionne tout le temps, et c'est évidemment des vertus quand on est dans le SaaS, parce que nos clients n'ont plus accès à l'administration du service. Donc s'il y a un problème, voilà, ils comptent sur nous. Donc au-delà de ces sujets-là, sujets sécuritaires, je pense que notre première valeur, c'est de vraiment nos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer nos clients? Ben, ça veut dire qu'on met à disposition de nos clients des ressources qui sont de type Customer Success Manager, donc des gens qui s'assurent de la bonne adoption. On met des ressources sur le support, on met beaucoup de choses. Et effectivement, tout ça, ça finit par avoir un coût. Et donc ce coût-là, on le retrouve non pas dans les licences, parce que ce n'est pas l'immobilisation CAPEX, mais dans la souscription, on est un service cloud. Après, je vais vous dire, je ne vais pas vous faire le coup du bah oui, comme c'est mieux que les autres, c'est plus cher. Mais effectivement, à un moment donné, on peut avoir besoin d'une solution, et c'est vrai pour les grandes entreprises comme pour les plus petites, qui fait des choses, versus d'autres solutions qui ne les font pas. Et quand vous devez les faire, vous êtes prêt à payer un peu plus. Alors je vous rassure, ce n'est pas la raison pour laquelle on est le plus connu. On est le plus connu parce que notre solution, comme dirait l'autre, elle ne tombe jamais en marche, elle fonctionne toujours. Et ça, c'est un point très important, et qu'elle est sécurisée. Je vais vous donner un exemple. Parmi les acteurs de l'identité, aujourd'hui, alors on croise les doigts parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais aujourd'hui, on est les seuls acteurs, et pourtant on serait un Graal, à ne pas avoir été hacké. On est un Graal dans le monde de la sécurité. Si un hacker arrive à pénétrer un système, forcément, notre business s'effondre, ou en tout cas est mis à mal. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, on n'a jamais été hacké. Mais ça, ce n'est pas le fruit du hasard. On a vraiment beaucoup de moyens sur la sécurité de notre service. Maintenant, je vais répondre concrètement à votre question. La qualité du support. Alors, moi, je parlais pour ce qui me concerne, c'est-à-dire la France. On a ouvert depuis 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on a 100% de nos plus de 200 clients 100%, qui témoignent assez librement de leur succès avec Octa. Donc, à titre personnel sur la France, je n'ai pas connu ce phénomène-là. Je ne doute pas, comme chez n'importe quel éditeur, que parfois, il y a des sujets de cette nature-là. Encore une fois, à titre personnel, je n'ai pas de recul, mais ce sont des choses qui font partie aussi de la croissance d'Octa, et on se restructure tous les jours pour essayer de mieux servir nos clients. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne mon périmètre, c'est-à-dire la France, je n'ai pas ce sujet-là aujourd'hui, et j'espère ne pas le connaître, malgré une croissance très importante, et donc une organisation de la gestion de cette croissance, notamment en support, qu'on doit penser. Voilà. Quant au prix, je termine là-dessus, le prix, c'est comme une maison, c'est le prix que vous êtes prêt à payer et qu'on est prêt à vous le vendre. Donc, tout dépend de comment vous voulez sécuriser votre maison. Il y a des maisons qui ont des niveaux de sécurité importants, d'autres non, et ça dépend ce que vous imaginez être important ou pas. Bon, ok, je pense qu'on a compris le sens de votre réponse. Le dernier point que je voulais voir avec vous, qui est un peu plus général, c'est un peu l'état d'esprit des Français vis-à-vis de l'utilisation de leurs données personnelles. Il y a une espèce de, parce que c'est une enquête que vous avez menée vous-même, il y a une espèce de problématique un peu contradictoire. C'est d'un côté, les Français, ils sont un peu inquiets de ce qu'on va faire de leurs données personnelles, mais de l'autre, ils sont finalement, ils sont prêts à les monétiser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite incohérence dans ce comportement? Alors, je vous remercie de faire référence à l'enquête qu'on a faite sur des milliers de personnes en Europe et notamment en France. Et pour ce qui concerne les Français, les résultats sont très intéressants, puisqu'ils disent la chose suivante. Ils disent, oui, effectivement, nous sommes préoccupés de l'usage que l'on fait de nos données personnelles. Et donc, ça s'est d'ailleurs très, très bien cristallisé sur l'application Stop Covid, qui maintenant a changé de nom, où on a vu qu'il y avait une adoption qui n'était pas terrible du fait de la crainte de voir des données personnelles réutilisées. Et puis, on voit à notre côté que les Français sont prêts à monnayer leurs données personnelles. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau de maturité sur ces sujets-là qui a augmenté. Ils ont compris que finalement, la valeur, c'était la donnée, c'est eux qui la possédaient.
Donc pourquoi pas exploiter cette valeur sous réserve qu'il soit payé pour. Et d'ailleurs, ils ne demandent pas forcément des milliers et des cents, ils demandent des choses qui ont l'air plutôt raisonnables, hein, quelques dizaines, centaines d'euros pour des données qui sont des données personnelles. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est la fracture qu'on imagine et qu'on a bien vue entre ce qu'on va appeler la génération millénium, hein, qui est une génération qui, elle, naturellement va vers le service qui lui correspond, qui est le plus simple, qui est le plus flexible, bref, et se pose peu de questions sur ces données personnelles, versus des générations plus de notre âge, des gens qui ont conscience du sujet qui est un peu plus importante et, et dont on voit bien que le sujet des données personnelles renvoie finalement à une perception du monde, une perception de la société dans laquelle on veut vivre. On n'est pas dans une logique utilitaire qu'à un millénaire, on est dans une logique presque philosophique. Donc on voit bien ces deux clivages apparaître, et de ce point de vue-là, c'est très intéressant, mais le point commun, c'est que les Français, globalement, sont prêts à monétiser leurs données personnelles. Alors finalement, ça veut dire qu'il faudrait presque les payer pour qu'ils installent l'application Tous Anti-Covid. C'est un peu ça le sens de votre remarque. Alors écoutez, je vous suggère de faire cette suggestion au gouvernement français, et je pense que le taux d'adoption serait bien meilleur, mais ce n'est qu'un avis. Ok, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, en tout cas, Nicolas Prétousrenko, merci beaucoup. Merci à vous.